Vous asseoir. Alors on va commencer un nouveau chapitre sur la transformée de Fourier discrète. D'abord on va définir ce que c'est. On va considérer donc définition. On va considérer un signal discret de durée finie. X de n. Un signal discret. De durée finie. On va appeler grand N le nombre d'échantillons. C'est-à-dire que x de n est égal à 0 pour n n'appartenant pas à l'intervalle entier 0 n-1. D'accord ? On a un signal discret de durée finie avec grand N échantillons. On note donc de x de 0 jusqu'à x de grand N-1. Alors on peut calculer la transformée de Fourier à temps discret. TF, TD de x de n. Donc soit avec des fréquences non normalisées, donc ça nous fait x de nu égale à la somme des x de n e moins j de pi nu n te, avec te la période d'échantillonnage. Et habituellement, donc on prend n appartenant à z, mais là, comme on sait que tous les signaux, tous les x de n sont nuls en dehors de l'intervalle 0 grand n-1, petit n va de 0 à grand n-1. Puis on peut le faire en fréquence normalisée. On va noter f, la fréquence normalisée. Donc x de f est égal à la somme de n égale 0 jusqu'à grand n-1 des x de n e moins j de pi n f. D'accord ? Puisque la fréquence normalisée c'est nu sur nu e, donc c'est-à-dire nu fois te. Donc je résume. Donc ça c'est la transformée de Fourier à temps discret, d'accord ? Pas confondre avec la transformée de Fourier discrète qu'on va voir après. Donc vous avez un signal discret x de n. Donc qui vaut 0 partout sauf entre 0 et grand n-1. Et ce signal, on peut le remplacer par sa représentation fréquentielle, c'est-à-dire un spectre de phase, un spectre d'amplitude, pardon, x de f, et un spectre, donc le spectre d'amplitude, on le représente toujours entre moins 1,5 et 1,5 en fréquence normalisée. Okay. Si on est en fréquence normalisée, le spectre, on le représente juste entre moins 1,5 et plus 1,5, mais on sait que c'est un spectre périodique qui se répète avec une période 1. Donc on représente juste sur cet intervalle-là, et un spectre de phase arg de x de f
qui est une fonction impaire. Ok ? C'est-à-dire que on peut représenter une suite de n points, une suite de grand N valeurs, par une fonction complexe continue de la fréquence. D'accord ? Les deux, donc n'oubliez pas, les deux représentations sont équivalentes. On a la même information dans la représentation temporelle et dans la représentation spectrale. Alors là, il y a quelque chose d'étrange. C'est-à-dire qu'on a la même information dans une suite de grand N valeurs, une suite finie de grand N valeurs, que dans une infinité de valeurs qui sont contenues, qui sont représentées par une fonction continue de f sur moins 1,5, 1,5. Conclusion, dans cette représentation-là, la représentation fréquentielle, il y a sûrement une redondance d'informations. Okay ? Si on a la même information dans une infinité de valeurs continues comme ça que dans grand N valeurs discrètes, il y a sûrement une redondance d'informations ici. Donc on a une redondance d'informations dans la représentation spectrale x de f. Alors, puisque dans le domaine temporel, on peut représenter le signal simplement avec grand N valeurs, et on va se dire pourquoi pas échantillonner aussi le spectre de manière à ne garder que grand N valeurs de ce spectre. Donc on va faire un échantillonnage fréquentiel de x de f avec, donc, de manière à avoir grand N échantillons, eh bien, on va choisir une périodicité d'échantillonnage de 1 sur n. Donc, avec une périodicité de 1 sur n en fréquence normalisée ou de nu sur n en fréquence non normalisée. Ok ? Donc, si sur un intervalle fréquentiel de largeur grand N, si sur un intervalle fréquentiel de largeur 1, je prends des échantillons tous les 1 sur n, au final, je vais avoir grand N échantillons. Donc, grand N échantillons sur l'intervalle moins 1,5, 1,5. Avec une des deux bornes ouvertes, parce que sinon, vous savez, c'est l'histoire des piquets et des intervalles. Si je faisais 1,5 fermé, vous auriez n plus 1 échantillons. Okay ? Vous avez un intervalle de largeur 1, vous prélevez un échantillon tous les 1 sur n. Si vous commencez ici et que vous finissez là, au total, vous n'aurez pas grand N échantillon, mais n plus 1. Donc on prend l'intervalle moins 1,5, 1,5 ouvert d'un côté, soit de celui-là, soit de celui-là, et on aura grand N échantillon.
ou si on est en fréquence, donc ça c'est en fréquence normalisée, et en fréquence non normalisée, c'est entre moins nu sur 2 et plus nu sur 2. Voilà. Donc, deux intérêts à ça, à cet échantillonnage, pardon. D'abord, ça va nous permettre d'avoir une représentation plus compacte du spectre. Et deuxième intérêt, c'est si on veut faire des traitements numériques. Vous savez bien qu'un ordinateur ne peut pas traiter des fonctions continues, on peut traiter que des suites d'échantillons. Donc ça nous permettra de faire en numérique non seulement des traitements temporels, c'est-à-dire des filtrages comme on a vu, mais aussi des traitements fréquentiels, c'est-à-dire de faire une analyse du spectre en numérique et de faire tout un tas de traitements basés sur une représentation fréquentielle en numérique. Alors, à partir de ça, on va définir justement la transformée de Fourier discrète. Donc, la transformée de Fourier discrète d'un signal x de n de durée finie donc c'est-à-dire que x de n égale à 0 pour n n'appartenant pas à 0 n-1. Donc on va la noter TFD de x de n, et ce sera la transformée de Fourier à temps discret TD de x de n calculée en des fréquences discrètes f multiples de 1 sur n. En f égale k sur grand N, avec k entre 0 et n-1. C'est-à-dire c'est x de f, grand X de f égale k sur n, et on va la noter grand X de K entre crochets. D'accord ? Ça c'est une notation. Okay, donc la transformée de Fourier à temps discret d'un signal discret x de n de durée finie, c'est tout simplement sa transformée de Fourier à temps discret calculée en f égale k sur n. Et on va la noter x, grand X, de k entre crochets. Pour bien montrer que c'est une fréquence discrète. Alors quand il n'y aura pas d'ambiguïté sur le fait que k est une fréquence discrète qui correspond à 1 sur n, à k sur n, on pourra mettre des parenthèses à la place des crochets. Alors, on a dit que dans la représentation spectrale continue, c'est-à-dire sous forme de transformée de Fourier à temps discret, on avait une redondance d'informations. Et donc on a échantillonné
le spectre. Et à partir de là, on a défini la transformée de Fourier discrète. Par contre, ce qu'on n'a pas démontré, c'est si cette représentation discrète contient bien toute l'information originale. Là, on n'a pas démontré que ça contenait toute l'information originale du spectre continu ou de x de n. Eh bien, on peut montrer la chose suivante. Que x de n c'est 1 sur n fois la somme de k égale 0 jusqu'à grand n moins 1 des x de k ej de pi kn sur grand N. Et ça s'appelle la transformée de Fourier discrète inverse de x de k. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut montrer, on peut retrouver, donc quel que soit n, compris entre 0 et grand n moins 1. C'est-à-dire qu'on peut retrouver tous les échantillons de x de n à partir des échantillons fréquentiels grand X de k. Donc, la TFD contient bien toute l'information du départ. D'accord ? Ok ? Donc, c'était pas n'importe quoi d'échantillonner. On a bien montré que si on échantillonnait, à partir des échantillons, on pouvait retrouver l'information originale, c'est-à-dire les grands N échantillons de x de n. Alors, la transformée de Fourier discrète, sa formule, c'est à peu près la même. Hein. On prend x de f en plaçant f par k sur n. Ça fait la somme de n égale 0 jusqu'à grand n moins 1 des x de n e moins j de pi k petit n sur grand n. Ok ? Donc ici, la transformée de Fourier discrète de x de n, c'est la somme des x de n e moins j de pi kn sur n. Et la transformée de Fourier discrète inverse, c'est la somme des x de k, e plus j de pi kn sur n, et il faut mettre un 1 sur grand n devant. Alors, on va voir deux mots sur la transformée de Fourier rapide. Transformée de Fourier rapide, qu'on note TFR, ou plus généralement FFT, c'est-à-dire Fast Fourier Transform. Alors, ce n'est pas une nouvelle transformée, c'est juste un algorithme de calcul pour calculer la TFD. Alors, si on regarde la complexité de la TFD, on a x de k
qui est égale à la somme des x de n, e moins j de pi kn sur n. C'est-à-dire que pour chaque valeur de x de k, on doit faire n, grand N multiplication accumulation. D'accord ? Bon, ces valeurs-là, il n'y a pas à les calculer à chaque fois, on peut les tabuler. D'accord ? On les stocke dans un tableau. Et quand on a les grands N échantillons de x de n, eh bien pour calculer chaque valeur de grand X de k, il faut faire grand N multiplication et additionner tous les produits. Donc grand N multiplication accumulation. Et ça, on doit le faire pour chaque valeur de x de k. C'est-à-dire qu'on a une complexité de grand N au carré. La complexité du calcul de la TFD, elle est de l'ordre de n carré multiplication accumulation. Donc on dit que c'est un grand taux de n carré multiplication accumulation. Okay. Pour chaque valeur de x de k, on doit faire grand N multiplication accumulation et on doit faire ça grand N fois puisqu'on a grand N échantillons à calculer. Donc globalement, on a une complexité qui est de l'ordre de n carré multiplication accumulation. Et en fait, il existe des algorithmes rapides de calcul de la transformée de Fourier discrète qu'on appelle TFR ou FFT et qui permettent de réduire la complexité à n log de n. Donc, la complexité via les algorithmes de type FFT, elle est de l'ordre de n log en base 2 de n mac. D'accord ? Donc une complexité nettement réduite par rapport au calcul normal. Alors maintenant, on va voir l'analyse spectrale par TFD. Donc, je vous ai dit que l'intérêt de la TFD, c'était de pouvoir représenter le spectre de manière sous forme discrète, c'est-à-dire sous forme d'une suite d'échantillons, donc de pouvoir faire des traitements numériques. Et le premier des traitements numériques qu'on puisse faire, c'est d'observer le spectre d'un signal sur l'écran d'un ordinateur. Alors, le problème, c'est que la TFD, on l'a définie pour des signaux de durée finie. Pour des signaux de durée finie. Or, quand on observe des signaux dans la nature, on ne connaît pas a priori leur durée. Et puis même quand on observe des signaux de parole, par exemple, ou de musique, c'est des signaux qui sont non stationnaires. Donc calculer leur spectre sur 10 secondes, ça n'a pas de sens, puisqu'ils sont non stationnaires, donc leur propriété spectrale varie au cours du temps. Donc le spectre, on peut toujours calculer un spectre sur la durée qu'on veut, mais ça n'aura aucun sens physique. Donc on va, en fait, chaque fois qu'on observera le spectre de signaux, on sera obligé d'observer un signal sur une durée finie. Et ensuite calculer la TFD de ce signal de durée finie.
Donc en fait, ce qu'on va, on va observer, on observe les signaux sur une durée finie, NTE, avec TE la période d'échantillonnage et grand N le nombre d'échantillons. Donc ce qu'on observe en fait, c'est un signal X multiplié par une fenêtre temporelle. Donc observation. Pour un signal X, un signal infini X, on observe X' égale X fois W avec W une fenêtre temporelle. Donc, W de N, c'est donc ça vaut 0, ça vaut 1 pour N compris entre 0 et grand N moins 1. Et ça vaut 0 sinon. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une fenêtre rectangulaire. Alors, si on observe X fois W et qu'on calcule le spectre de ça, on va calculer la transformée de Fourier. La transformée de Fourier à temps discret dans un premier temps. La transformée de Fourier de X fois W, c'est le produit de convolution entre les transformées de Fourier. Donc le spectre observé, ce sera X' de F égale à la convolution entre X de F et W de F. D'accord? On n'observera pas le vrai spectre de X. Dès lors que vous multipliez X par une fenêtre rectangulaire, vous observez, le spectre que vous observez, c'est le spectre de X convolué par le spectre d'une fenêtre rectangulaire. Or, W de F. W de F, c'est proportionnel à sinus cardinal de pi grand N F. Un sinus cardinal, c'est quelque chose comme ça. C'est le module de W de F qui vaut ça. Donc un sinus cardinal, ça ressemble à ça. Là, je le représente en valeur absolue.
ok, avec une largeur ici. Là, vous avez 1 sur n. Et là, moins 1 sur n. Donc voilà un sinus cardinal en valeur absolue. Alors on va prendre un exemple pour vous montrer l'effet de cette convolution. On va prendre exemple x de t égale cosinus de pi, enfin x de n égale cosinus de pi f0 n plus alpha. Quand x de n c'est une sinusoïde, on a alors grand X de f égale à ej alpha sur 2 delta de f moins f0 plus e moins j alpha sur 2 delta de f plus f0. Donc si je représente le spectre de x, j'ai deux Dirac fréquentiels aux fréquences f0 et moins f0. Maintenant, x' de f. Le spectre observé. Donc j'ai un signal sinusoïdal, évidemment il est infini. Et pour observer son spectre, je vais devoir l'observer sur une durée finie avec grand N échantillons. C'est-à-dire que je multiplie x de n par une fenêtre W. Le spectre observé, x' de f, c'est x de f convolué par w de f. Et un Dirac convolué par une fonction, ça fait quoi? Ça fait la fonction. Et un Dirac un Dirac décalé de f0 convolué par une fonction, ça fait la fonction décalée de f0. Donc x' de f, ça va faire donc ej alpha sur 2 fois delta de f moins f0 convolué par w de f plus E moins J alpha sur 2 delta de F plus F0 convolué par W de F. Et ça, donc delta de F moins F0 convolué par W de F, ça fait W de F moins F0. Ça fait W de F plus F0. Donc finalement, le spectre de x' en module ici
ça va être W de F translaté vers F0 et translaté vers moins F0. Ok. Et la largeur des lobes principaux, ça fera 2 sur n. Donc si j'observe le spectre d'une sinusoïde sur une durée finie, avec grand N échantillons, ce que je vais observer, ce ne sont pas 2 Dirac, d'ailleurs on imagine mal observer 2 Dirac sur l'écran d'un ordinateur, mais deux trucs comme ça, c'est-à-dire que les Dirac vont être étalés. Et l'étalement sera d'autant plus important que n sera faible. D'accord ? La largeur des lobes ici est proportionnelle à 2 sur n. Donc plus votre nombre d'échantillons est important, plus les lobes vont être étroits et plus vous allez vous rapprocher des Dirac. Alors ça c'est X de F. C'est le spectre en continu, avec des fréquences continues. Alors, on a dit qu'on voulait observer le spectre avec la transformée de Fourier discrète. Donc observation via la TFD. Donc si on observe via la TFD, on n'observera pas une fonction continue. On observera ça échantillonné, avec un échantillon tous les 1 sur n. Donc, un échantillon de x de f, enfin de x' de f, tous les 1 sur n. Conclusion, sur un lobe de largeur 2 sur n, vous aurez combien de points ? 2 points. Dans le meilleur des cas, vous en aurez 3. Un ici, un là et un là. Mais en général, vous en aurez 2. D'accord ? Donc 2 points. 2 échantillons, 2 points sur le lobe principal. Par exemple, comme ça. Et entre les 2 points, on a un écart de 1 sur n. Et puis après, donc, vous aurez des points régulièrement espacés, comme ça. Donc finalement, ce que vous allez observer, ça pourrait être très différent d'un Dirac. D'accord ? En général, si on observe ça, on utilise Scilab qui va tracer les courbes et qui va, en général, ça relie les points.
Donc vous pourrez avoir quelque chose d'un peu surprenant. Alors comment on peut améliorer la visualisation? Eh bien, d'abord en améliorant l'échantillonnage fréquentiel. D'accord? On va augmenter l'échantillonnage fréquentiel de manière à avoir plus de points. Donc ça, c'est les points bleus. Alors, comment améliorer la visualisation? Alors, on va faire ce qu'on appelle du zéro padding. Zéro padding. C'est-à-dire du remplissage avec des zéros. On va prendre notre observation x', c'est-à-dire l'observation sur n points, et on va ajouter des zéros. Donc on ajoute n'0 à la suite de x'. Okay, donc on a notre observation sur grand N points, x', avec des échantillons de x de n jusqu'à x de n-1, et on va ajouter des zéros à la fin. Et on va prendre la TFD non pas de x', mais de x' complété par des zéros. Donc on va appeler x secondes ce signal. Donc on a un signal donc, x secondes avec n plus n' échantillon. Et ensuite, on va prendre la TFD de x secondes. Donc la TFD de x secondes, elle aura n plus n échantillon. La TFD de x secondes, elle aura aussi n plus n' échantillon. Ok? Alors, si j'ajoute des zéros à la suite de x', le spectre reste le même. D'accord? Le spectre en rouge, là, va rester le même. Par contre, la TFD sera sur n plus n' échantillon. Donc, j'aurai plus de points. Donc le spectre reste le même. Le spectre, c'est toujours x de f, enfin x' de f, mais j'aurai n plus n' points. Donc par exemple, si je prends n' égale n, je vais doubler le nombre de points.
Donc ça, c'est avec n' égale n. Donc si je prends n' égale n, j'aurai une TFD sur 2n points au lieu de n. Donc je visualiserai mieux mon spectre. Ok, c'est compris? Les zéro padding. Donc je prends le signal fenêtré, qui est toujours sur n points. J'ajoute des zéros à la fin. Ça ne change pas le spectre, c'est toujours le truc en rouge. Mais quand je prends la TFD sur donc, ce signal complété par des zéros, eh bien j'ai une TFD sur plus de points. Donc je peux mieux la visualiser quand je trace la courbe par échantillon. Alors maintenant, on va voir deux conséquences du fenêtrage qui sont la perte de résolution en fréquence et la perte de résolution en amplitude. Donc, résolution fréquentielle de l'analyse spectrale. Imaginez que j'ai un signal composé de deux sinusoïdes. Deux sinusoïdes aux fréquences nu1 et nu2. On va mettre des couleurs différentes. Donc deux fréquences très proches, nu1 et nu2. Si j'observe mon signal sur une durée limitée, je vais faire un fenêtrage. Voilà comment vont être transformés les raies correspondant à mes deux sinusoïdes. Donc le spectre résultant, x' de f, ce sera un mélange de ça. D'accord ? On va prévoir exactement comment se fera la somme, puisque là on fait de l'addition de complexes et je n'ai représenté que le module. Mais on se doute bien qu'il y aura un mélange ici et que ce sera brouillé. Donc vous voyez bien que si les fréquences des deux sinusoïdes sont très proches et que les deux lobes principaux sont trop gros,
Eh bien, dans le spectre du signal final, je ne peux plus distinguer mes deux sinusoïdes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Mais comment on peut faire en sorte que, après fenêtrage, l'analyse spectrale me donne des lobes principaux bien séparés? On aura inévitablement des lobes à la place des Dirac. Et comment faire en sorte que je puisse bien distinguer les deux fréquences qui composent mon signal? Non, elles sont les fréquences, c'est nu1 et nu2. Donc comment éviter ça? Sur quoi je peux agir? Sur le nombre d'échantillons. D'accord? Donc là, il faut augmenter le nombre d'échantillons n, et comme ça va réduire la largeur des lobes. Ok? Donc ce qu'on appelle la résolution fréquentielle, c'est l'écart minimal entre deux fréquences. Écart minimal entre deux fréquences pour que les composantes correspondantes soient distinguables dans le spectre. Okay. La résolution fréquentielle, c'est l'écart minimal entre deux fréquences pour qu'elles soient distinguables dans le spectre observé, c'est-à-dire le spectre après fenêtrage. Donc cette résolution fréquentielle, elle est proportionnelle à 1 sur n. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle la résolution en amplitude. Donc on va considérer un signal composé de deux sinusoïdes. Une grande et une petite. Et on va voir quel est le spectre observé. Donc la grande va donner
spectre comme ça. Et la petite. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer si la petite est trop petite? Voilà, c'est-à-dire que le lobe principal de la petite, qui est censé représenter le Dirac, risque d'être masqué par un lobe secondaire de la grande. D'accord ? Donc si l'écart est trop fort, le lobe principal en U2 est masqué par un lobe secondaire de Nu1. Alors, la solution à ça, c'est de bien choisir le type de fenêtre. En fait, quand on prend une fenêtre rectangulaire, c'est-à-dire W de n vaut 0 partout, sauf entre 0 et n-1, où ça vaut 1. Le spectre de la fenêtre, si on le représente en dB, ça ressemble à ça. C'est juste un sinus cardinal en décibels. Et entre le lobe principal et le premier lobe secondaire, vous avez un écart de 13 dB. Ok ? Par conséquent, si le lobe principal, si l'écart en fait entre les niveaux des deux sinusoïdes est plus petit, et si l'écart est plus grand que 13 dB, eh bien le lobe principal rouge sera en dessous du lobe secondaire vert. D'accord ? Et donc ça, vous aurez beau augmenter le nombre d'échantillons, ça ne changera rien. L'écart entre le sommet du lobe principal et le sommet du premier lobe secondaire est toujours de 13 dB. Alors si vous devez analyser un signal dans lequel vous avez des fortes disparités d'amplitude entre les composantes, en fait, il faudra choisir une fenêtre autre que la fenêtre rectangulaire. Donc, on a d'autres fenêtres qui sont les fenêtres triangulaires de Hamming ou de Blackman. Donc, le principe de ces fenêtres, c'est que ce sont comme pour la fenêtre rectangulaire, c'est un fenêtrage du signal, c'est-à-dire qu'on prend juste grand N échantillons, mais en plus de ça, on va pondérer les échantillons du signal. D'accord ? Et l'intérêt de ces fenêtres, eh bien, c'est qu'elles ont des lobes secondaires, vous voyez, qui sont beaucoup plus bas par rapport au lobe principal. D'accord ? Si je prends la fenêtre triangulaire, par exemple, le premier lobe secondaire est à 25 dB en dessous du lobe principal. Donc ça vous permet d'analyser les signaux avec des disparités plus fortes entre les composantes fréquentielles. Par contre, elles ont un inconvénient par rapport à la fenêtre rectangulaire. C'est quoi ?
Voilà, c'est la largeur du lobe principal. Pour ces 3 fenêtres-là, vous avez un lobe principal de largeur 4 sur n au lieu de 2 sur n. Et pour la fenêtre de Blackman, qui offre la plus grande résolution en amplitude, vous avez une largeur de 6 sur n. Il y a une erreur sur la feuille, peut-être, vous corrigez. Ok ? Donc là, il faut utiliser des fenêtres, une fenêtre triangulaire de Hamming, de Hanning, etc. Il y en a d'autres encore. Ok ? Donc dans une analyse spectrale, vous avez toujours un nombre, vous êtes toujours obligé d'observer le signal sur une durée limitée. Donc nécessairement, ça induit une déformation des composantes fréquentielles du spectre, avec une perte de résolution en fréquence et une perte de résolution en amplitude. Alors, idéalement, il faudrait une fenêtre de pondération dont le spectre d'amplitude serait un Dirac. Et comme ça, on n'aurait pas de déformation. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc on a à notre disposition un ensemble de fenêtres dont le spectre s'approche le plus possible d'un Dirac pour limiter les déformations. Et vous choisirez la fenêtre selon les contraintes les plus fortes, c'est-à-dire résolution fréquentielle ou résolution en amplitude. Donc en général, ce qu'on fait, c'est que comme la résolution en amplitude, elle est fixe une fois que la fenêtre est choisie, elle ne dépend pas du nombre de points. On choisit d'abord une fenêtre adaptée à la résolution d'amplitude souhaitée, une des 4, 5 là, et une fois qu'on a choisi la fenêtre, on regarde quelle est la résolution fréquentielle souhaitée, et là on choisit le nombre de points d'observation, si on peut, en fonction de la résolution fréquentielle souhaitée. Voilà. Donc on fera un TD cette semaine là-dessus, et puis un TP soit la semaine prochaine, soit la dernière semaine. Donc là, vous pouvez couper là.